Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'examen du projet de loi sur l'interdiction de la recherche et de la production des hydrocarbures. Ce texte a été rejeté hier par les sénateurs après l'adoption d'une motion préalable déposée par la droite sénatoriale qui met donc fin automatiquement à l'examen du texte. Alors ce projet de loi était examiné en nouvelle lecture. Il met fin à la production et à l'exploitation d'hydrocarbures d'ici 2040. C'est un texte déjà critiqué en raison des dérogations qu'il permet. La droite sénatoriale, elle est encore plus loin en vidant le texte de sa substance. C'est en tout cas ce que dénonce l'opposition. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre les débats en séance. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Il y a de cela quelques jours, le 12 décembre, la semaine dernière, lors du fameux sommet One Planet Summit, il ne vous a peut-être pas échappé que la Banque mondiale a annoncé qu'elle mettait fin au financement à la production d'hydrocarbures dès l'année 2019. Pour être très sincère, je pense que cela n'aurait même pas été envisageable il y a encore de cela quelque temps, et en tout cas sans l'accord de Paris, et surtout sans notre détermination commune à mettre en œuvre cet accord qui est indispensable pour protéger notre climat, mais encore l'expression est un peu faible, simplement pour essayer de protéger tout ce qui est essentiel à nos yeux. Je me rappelle, parce que ça n'était pas si lointain que cela, que certains d'entre vous, pendant les débats, en première lecture du projet de loi sur les hydrocarbures, m'avaient justement interrogé sur notre capacité d'entraîner des autres États vers la fin de l'exportation et l'exploitation des hydrocarbures. En gros, ce que j'entendais, c'est à quoi ça sert, sur un sujet universel, de faire les choses tout seul. Certains avaient légitimement émis des doutes, pensant que ce projet de loi nous privait de marge de manœuvre et que nous étions isolés dans cette démarche. Eh bien, je voudrais dire que cette décision de la Banque mondiale, elle montre que dans ce domaine, en tout cas, et c'est probablement vrai dans d'autres domaines, quand un pays montre la voie, et en l'occurrence la France, elle est souvent écoutée et elle est suivie. Ça a été le cas sur l'objectif que j'avais pris de mettre fin à la vente des véhicules thermiques en 2040. Depuis, je ne compte plus le nombre d'États ou de grandes agglomérations qui ont pris les mêmes objectifs, souvent d'ailleurs dans un calendrier beaucoup plus raccourci. Je crois que cette loi, elle montre que la cohérence paye et qu'aujourd'hui, l'immense majorité des acteurs s'engagent sur ce chemin inexorable de la sortie des énergies fossiles. Lors du même sommet auquel je remercie certains et certaines d'entre vous d'avoir participé, nous avons lancé la coalition vers la neutralité carbone qui regroupe aujourd'hui 16 pays et 32 villes qui s'engagent à publier le plus rapidement possible, étape après étape, une trajectoire vers cette neutralité carbone à l'horizon du milieu du XXIe siècle. Ces pays, ces villes, dont la liste continue de croître chaque jour, que disent-ils ? Ils disent simplement qu'autour de 2050, ils auront ramené leur émission aussi bas que possible et participé à restaurer les écosystèmes pour que le bilan de leurs émissions soit au pire neutre, au mieux négatif. Très concrètement, ça veut dire que ces territoires, ces États, ils s'engagent aussi d'une manière déterminée et irréversible vers la sortie des énergies fossiles. Car les énergies fossiles, pardon de le rappeler, mais elles sont tout simplement incompatibles avec notre objectif climatique de maintenir le réchauffement de la planète aussi loin possible, en dessous des 2 degrés centigrades. Et je sais qu'ici et ailleurs, d'ailleurs, personne ne conteste cet objectif. Cela veut simplement dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que dans cette démarche, dans cette ambition et cette détermination, nous ne sommes pas seuls. Chacun n'emprunte peut-être pas les mêmes chemins, les mêmes outils, les mêmes modalités, mais chacun, en tout cas, est bien déterminé à laisser les énergies fossiles derrière nous. C'était, je crois, une de vos principales objections à l'adoption de ce texte qui pose pour notre territoire
une interdiction immédiate de délivrer des nouveaux permis d'exploitation des hydrocarbures sur notre territoire national et des limites de renouvellement des concessions déjà acquises. Non seulement nous ne sommes pas seuls, mais en plus nous avons contribué à créer une dynamique qui ne cesse de s'amplifier, car au-delà de la production d'énergie fossile, de plus en plus d'acteurs s'engagent pour réduire la consommation du pétrole, du gaz et du charbon, à la fois en raison de leurs conséquences sur notre climat, mais aussi en raison de leur contribution importante aux problèmes de qualité de l'air et aussi en raison de leur impact sanitaire. À la COP23, la France a ainsi rejoint la coalition pour la sortie du charbon qui rassemble aujourd'hui plus de 50 acteurs, des États, des villes, des entreprises et des investisseurs qui se désengagent du charbon. En France, dans cet esprit, EDF et Engie ont rejoint tout récemment ce groupe d'acteurs. Simultanément et en parallèle, de nombreuses villes comme Paris, Los Angeles, Mexico ou Londres, mais aussi Quito, Cape Town, se sont engagées dans une déclaration à développer des zones zéro émission et à ne plus acheter que des bus zéro émission à partir de 2025. Qu'on le veuille ou pas, la fin des énergies fossiles est donc en train de s'écrire sous nos yeux. Mesdames et messieurs les sénateurs, le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant, comme vous le savez, diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement revient une fois encore devant vous parce qu'à l'issue de la première lecture, il n'a pas été possible, malheureusement, en commission mixte paritaire, de trouver un équilibre entre vos amendements et ceux de l'Assemblée nationale. Le 13 décembre 2017, la commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi. Mais malgré les très nombreux apports du Sénat, que je salue ici, notamment sur les parties du texte concernant le stockage du gaz, la commission a considéré que le texte voté par l'Assemblée était trop différent des positions qui ont été exprimées ici et a donc adopté la motion. Donc, le texte qui vous revient ici est donc celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Cela fait très clairement apparaître deux visions très contrastées. La première assume le choix fait par le gouvernement d'engager une transformation irréversible de notre modèle énergétique pour retrouver une forme de souveraineté dans ce domaine. La seconde assume que vous avez défendu, la seconde que vous avez défendue conteste cette approche et introduirait dans le projet du gouvernement de nombreuses exonérations. C'était notamment le cas, on en a maintes fois discuté, pour l'outre-mer, pour la recherche, pour les usages non énergétiques des hydrocarbures ou encore et surtout pour les permis déjà déposés mais qui n'étaient pas encore instruits. Cela, de mon point de vue, portait atteinte à la cohérence du texte, à son ambition et au souhait du gouvernement d'introduire dans notre droit les principales conséquences et responsabilités de l'accord de Paris. Car comme l'a rappelé le président de la République lors du sommet du 12 décembre, gardons à l'esprit qu'en l'état, nous sommes en train de perdre la bataille climatique. Dès lors, nous avons le choix de continuer à laisser faire les choses, à céder à cette tentation d'une forme de résignation ou de fatalisme, ou alors on décide de laisser tomber les hésitations et les tergiversations. C'est pourquoi, à l'occasion de cette nouvelle lecture en séance publique, je vous invite à poursuivre sereinement nos échanges, à débattre des ultimes améliorations que nous pourrions apporter à ce texte. Nous le faisons sous le regard de nos concitoyens et je sais que le Parlement, votre Parlement, a toujours fait preuve de responsabilité sur les questions d'environnement. Je me souviens d'un certain nombre de lois qui ont été votées dans une forme de magnifique consensus. C'est sous votre impulsion au Parlement qu'a été adoptée notamment la loi Jacob sur l'interdiction des gaz de schiste. C'est aussi sous votre regard que les grandes étapes législatives de la protection de la planète
qu'il s'agisse notamment de la loi sur la transition énergétique ou encore la loi sur la biodiversité, ont progressé, parce que je sais, et j'en ai conscience, et je le salue, que vous portez aussi cette exigence pour vos territoires et pour notre pays. Alors voilà, mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, je vous invite une nouvelle fois, autant que faire se peut, à poursuivre nos échanges pour faire entrer l'accord de Paris dans notre droit et pour écrire ensemble une nouvelle page de la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Elisabeth Lamure, rapporteure de la Commission des affaires économiques, pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que la position du Sénat a souvent été caricaturée, ce que je regrette vivement car c'est très injuste, je voudrais redire l'état d'esprit dans lequel nous avions choisi d'aborder ce texte en première lecture. Dès lors que nous ne partageons pas l'approche du gouvernement consistant à interdire une production nationale très résiduelle plutôt que d'agir résolument sur la consommation, nous aurions pu, en effet, nous opposer frontalement et rejeter d'emblée le projet de loi qui nous était soumis. Au lieu de cela, et parce que l'enjeu climatique exige, au-delà des slogans et des symboles, une action collective efficace et déterminée, notre commission, dès l'origine, a cherché à améliorer le texte pour lutter véritablement contre le réchauffement planétaire. Le gouvernement nous disait vouloir interdire la production d'hydrocarbures, non pas pour elle-même, mais en raison de son effet sur le climat. Eh bien, nous avons donc pris au mot le gouvernement en confrontant les solutions proposées aux réalités du terrain. Car pour être irréversible, comme vous le souhaitez, Monsieur le Ministre, l'évolution de notre modèle productif suppose d'être acceptable à la fois sur le plan économique et social. Au Sénat, nous n'oublions pas qu'un développement durable doit impérativement reposer sur 3 piliers, l'environnement, le social et l'économie. Et c'est bien cet équilibre que nous avions visé en première lecture. Nos détracteurs nous ont opposé qu'à prévoir trop de dérogations, quand bien même celles-ci seraient strictement encadrées et justifiées, eh bien nous aurions dénaturé le texte et affaibli la portée du signal politique. Il me semble au contraire qu'en préférant le symbole à l'efficacité, en rejetant par principe toutes nos propositions, le gouvernement et sa majorité se sont enfermés dans une approche dogmatique qui manquera sa cible en n'ayant aucun effet sur nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, nous contestons à ce gouvernement et à cette majorité le monopole de la lutte contre le changement climatique. Car oui, le Sénat est plus que jamais déterminé à agir pour le climat. Oui, nous continuerons, pour cette raison, à défendre très concrètement la place du nucléaire dans le mix électrique, à plaider pour une tarification forte du carbone, à soutenir le développement des énergies renouvelables au meilleur coût pour la collectivité ou à faciliter le développement maîtrisé de l'autoconsommation. Non, il n'y aurait pas d'un côté les vertueux, adeptes d'un nouveau monde, et de l'autre les rétrogrades, enfermés, pour citer le rapporteur de l'Assemblée nationale, dans une vision défensive et passéiste de la transition écologique pour notre pays et notre tissu industriel. Non, le Sénat n'a pas amendé le projet de loi parce que les sénateurs auraient, je cite à nouveau, manifesté une incompréhension préoccupante des objectifs comme de la portée du texte. En d'autres termes, dans l'esprit du gouvernement et de sa majorité, il était impossible pour le Sénat d'adhérer à l'objectif tout en proposant une autre marche à suivre, sauf à ce que nous ayons tout simplement mal compris. En l'état, ce projet de loi n'aura d'autre effet que de mettre fin au produire en France en dégradant à la fois notre balance commerciale et notre bilan carbone et dans l'espoir d'un improbable signal envoyé au monde. À l'opposé d'une telle approche, le Sénat a défendu une autre vision, pragmatique et ambitieuse, qui développe nos filières industrielles tout en accompagnant leur mutation pour réduire nos émissions. C'était le sens en particulier des dérogations que nous avions créées ou étendues en faveur des hydrocarbures à usage non énergétique, des productions connexes ou de la recherche. C'est ce même pragmatisme qui nous avait conduit à autoriser les régions d'outre-mer à exercer la compétence qui leur est théoriquement dévolue pour exploiter les ressources présentes au large de leurs côtes et contribuer ainsi à leur développement économique et social.
C'est enfin pour faire respecter la parole de l'État que nous avions souhaité un traitement moins brutal des demandes en cours d'instruction et pour assurer un profit minimal aux exploitants que nous avions amendé l'encadrement du droit de suite. Aucun de ces apports majeurs n'a survécu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui, à quelques modifications rédactionnelles ou exceptions près sur des sujets secondaires, a rétabli le texte issu de ses travaux en première lecture sur le volet hydrocarbures. Seul changement notable par rapport à cette version, l'adoption d'une définition nouvelle des techniques dites non conventionnelles posera sans doute des difficultés d'interprétation qui pourraient remettre en cause des méthodes autorisées jusqu'à présent. Au-delà des hydrocarbures, le projet de loi comportait une série de dispositions plus techniques sur lesquelles une grande partie, voire la quasi-totalité des apports du Sénat a en revanche été conservée, notamment pour réformer le stockage souterrain de gaz naturel, conforter le régime d'indemnisation des producteurs d'énergie marine renouvelable en cas d'indisponibilité du raccordement, mieux encadrer la notion nouvelle de réseau intérieur, protéger les filières françaises et européennes de biocarburants contre la concurrence déloyale de produits importés, permettre aux communes de déployer des stations de recharge en gaz ou en hydrogène, réformer les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de pavillon français ou assouplir les obligations d'économie d'énergie des distributeurs de fioul domestique. Sur cet autre volet, je regretterai simplement le rétablissement de l'obligation de double distribution dans chaque station-service qui mettrait à la vente de nouveaux biocarburants, obligation que n'exige pas le droit européen et qui fragilisera encore un secteur de la distribution de carburant déjà sinistré. J'ajoute que l'introduction, à ce stade de la navette, d'une disposition nouvelle pour réduire les coûts de raccordement des méthaniseurs au réseau de transport est certes bienvenue sur le fond, mais méconnaît certainement la règle de l'entonnoir. Au sortir de la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, le bilan apparaît donc très contrasté. Sur le volet le plus politique du texte, c'est-à-dire sur les hydrocarbures, les députés n'auront fait droit à aucun de nos arguments. À l'opposé, sur les parties plus techniques, l'essentiel de nos apports aura été préservé, signe que la qualité de nos travaux, au moins sur ce plan, aura été reconnue. Mais dès lors que le gouvernement et sa majorité jugent les fondements de leur texte incontestables, il n'y a plus de place pour le dialogue entre nos deux assemblées et rien n'indique qu'un nouvel examen des articles nous permettrait de progresser sur la voie d'un improbable compromis, ce qui justifie pleinement l'adoption d'une question préalable. À ceux qui, parmi vous, regrettent qu'une telle procédure écourte nos débats, je rappellerai que, malgré des délais très contraints, la première lecture avait été l'occasion d'un travail de fond qui avait permis aux uns et aux autres de faire valoir leur position, ainsi qu'en témoignent les très nombreux amendements présentés ou adoptés. S'il en était encore besoin, nos échanges de la semaine dernière en commission ont confirmé que les points de désaccord se sont cristallisés et qu'il sera difficile, sinon impossible, de faire évoluer ce texte. Lors de cette même réunion de commission, certains d'entre vous ont aussi fait part de leur regret de ne pouvoir parvenir à un consensus sur des sujets aussi primordiaux. Eh bien, je fais mienne cette déception et je le dis d'autant plus que, sans trahir de secret, nous étions prêts à faire un certain nombre de concessions, y compris sur des sujets qui nous tenaient particulièrement à cœur, pour parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Mais malgré la qualité du dialogue noué avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, ce que je souligne, eh bien, ces tentatives de conciliation n'auront trouvé auprès de ces derniers ou auprès du cabinet du ministre aucun écho favorable. Il n'y avait donc aucun espace de négociation, sauf à renier la totalité de nos positions, et nous n'avons donc plus d'autre choix que de rejeter l'ensemble du projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE. 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous terminons l'examen de ce projet de loi permettant la fin de l'exploitation des hydrocarbures sur notre sol national, dans lequel nous nous sommes investis positivement tant le symbole nous semblait important.
Malheureusement, si le texte venant de l'Assemblée nationale comportait certaines failles, nos travaux les ont accentuées, réduisant quasi à néant les ambitions de ce projet de loi, en laissant bien trop de place aux intérêts partisans et financiers des industriels pétroliers et gaziers qui vont à l'encontre, je le redis, de l'intérêt général et environnemental. Bien naturellement, les députés ont rétabli leur texte, avec quelques évolutions notables et favorables, notamment la définition de la fracturation, qui permet à notre sens concrètement que soit interdite l'exploitation des gaz et hydrocarbures de roche. Aujourd'hui, la seconde lecture va être courte, puisqu'une motion a été présentée. Nous ne partageons ni cette démarche qui prive le Sénat de ses prérogatives, ni les attendus qui nous semblent en décalage, à notre sens, absolu avec l'urgence environnementale. Alors que dire de ce projet de loi en fin de parcours? Si nous en partageons le symbole, nous aurions aimé qu'il aille plus loin, et ce, de plusieurs manières. Premièrement, en plaçant à plus brève échéance la fin des permis de recherche et concessions. 2040 nous semble bien lointain au regard de l'urgence climatique. Deuxièmement, parce que le droit de suite est maintenu, alors qu'il porte atteinte à la capacité de la puissance publique de maîtriser son mix énergétique et de définir sa politique minière. En outre, l'introduction de la notion de l'équilibre économique est une épine dans le principe même de l'arrêt de l'exploitation et de la recherche. Enfin, parce que ce texte n'envisage l'économie des énergies fossiles que sous le prisme de l'exploitation. Il fait l'impasse sur la définition d'une stratégie nationale en matière d'importation et ne fixe aucune règle nouvelle sur le financement, y compris public, des activités d'exploitation des hydrocarbures à l'étranger. Or, nous savons que ces questions sont importantes. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas passer sous silence le CETA et ses conditions d'application désastreuses. Ainsi, 75% des compagnies minières mondiales sont enregistrées au Canada, avec les avantages juridiques et fiscaux qui vont avec. Avec cet accord, la France ne pourra plus s'opposer à l'importation de sable bitumineux au Canada. Pour ne prendre que quelques exemples, cet accord entraînera une hausse des échanges, entraînant à son tour une hausse des émissions de gaz à effet de serre et mettra à mal le principe de précaution. Je ne pense pas que, malgré tous les garde-fous et le plan d'action mis en place, le CETA soit climato-compatible. Je souhaiterais d'ailleurs connaître votre position plus précisément, Monsieur le Ministre, que celle de votre secrétaire d'État indiquée lors du débat sur la COP23 la semaine dernière. Nous continuons donc, je le redis, de porter l'idée d'un référendum sur cet accord pour donner la parole au peuple, car il va à l'encontre de l'objectif porté par ce projet de loi. Par ailleurs, le rapport d'Attac a également mis en lumière l'aide apportée par les banques nationales et les institutions financières publiques aux projets concernant les énergies fossiles. Ainsi, les banques françaises ont investi 844 millions d'euros dans les énergies fossiles depuis 2015, alors même que les énergies renouvelables ont vu leur financement baisser au niveau mondial de 23%. La loi de finances pour 2018 continue une politique fiscale avantageuse de niche pour les énergies fossiles qui coûteront la petite bagatelle de 7 milliards d'euros au budget national. Nous ne pouvons plus continuer ainsi à manier le double discours, comme encore récemment lors du One Planet Summit. Derrière les promesses de décarbonation de l'économie, la réalité est tout autre. Après 3 années de stagnation, les émissions humaines de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse en 2017. C'est le constat des travaux publiés le 13 novembre dernier par 15 000 scientifiques de 184 pays. Cette tribune enjoint les responsables politiques que nous sommes de tout mettre en œuvre pour freiner la destruction de l'environnement et éviter que ne s'aggrave l'épuisement des ressources que l'humanité tire de la planète. Le point de non-retour est presque atteint. Monsieur le ministre, au-delà des symboles, la transition énergétique et écologique doit donc s'incarner. Plus un euro ne doit financer les énergies fossiles. Par ailleurs, pour engager ce changement de paradigme, les changements doivent être accompagnés et préparés. Le changement climatique, s'il est réfléchi et préparé, ne menace pas l'emploi, comme je l'ai entendu, mais au contraire permet d'en créer. Ainsi, la plateforme emploi-climat indique qu'1 million d'emplois
seraient créées si nous investissons dans la transition énergétique. Il faut veiller à ce que les salariés des filières menacées aient le temps et les moyens de se reconvertir. Mais il faut aussi préparer l'avenir, c'est-à-dire la protection de notre planète, de la biodiversité, qui sont les conditions mêmes de la vie. Nous prônons, vous le savez, un pôle public de l'énergie, dégager des impératifs de rentabilité du marché afin de se donner démocratiquement les outils pour favoriser les coopérations et la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Il aurait pour mission de garantir pour toutes et tous un droit à l'énergie dans des conditions économiquement acceptables. Il est clair qu'aujourd'hui, aucune énergie renouvelable n'est en capacité de produire suffisamment d'énergie pour la consommation nationale. Pour autant, la question du produire mieux et plus et en même temps de consommer moins est donc centrale, tout comme celle de l'indépendance énergétique. Pour conclure, toutes ces questions doivent être débattues au sein de ce pôle public qui devra avoir les moyens de mener cette politique audacieuse. Pour cela, deux solutions. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités en investissant massivement et enfin les bénéfices des entreprises du secteur doivent être fléchés vers les investissements en faveur de cette transition écologique énergétique. Voilà, mes chers collègues et Monsieur le ministre, mes quelques remarques que je souhaitais vous faire. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Françoise Férat pour l'Union du Centre pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous abordons à nouveau le projet de loi qui est une des premières mises en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, affichant les ambitions de la France et des cosignataires de réussir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique que je partage. Puisque la COP21 ayant entériné ce traité international a eu lieu en France, puisque la France s'est toujours montrée à l'avant-garde des défis planétaires et universels, il est légitime que la France soit un des premiers pays à se montrer exemplaire. Je souhaite vous le réaffirmer clairement, Monsieur le Ministre. Le groupe Union centriste partage les objectifs environnementaux et de lutte contre le réchauffement climatique. Nous répondrons présents pour soutenir la politique énergétique de la France, visant à réduire la consommation des énergies fossiles, qui permettra, entre autres, à contenir l'augmentation de la température en deçà de 2 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel et à tendre vers un objectif de 1,5 degré centigrade. Nous saluons les efforts que le gouvernement entend mener dans les énergies renouvelables, qui seront utiles pour décarboner l'économie et la production énergétique. L'annonce de l'augmentation de 1 gigawatt des appels d'offres solaires par l'État et surtout le plan dévoilé par EDF de développer 30 gigas de solaire photovoltaïque entre 2020 et 2035 inscrivent la France dans ses ambitions de transition énergétique. Mais il faudra, Monsieur le Ministre, être beaucoup plus offensif dans la réduction de la consommation. J'espère que l'État ambitionne les mêmes volontés dans l'éolien, la géothermie, la méthanisation et dans le contenu de ses futurs contrats de transition écologique et solidaire à destination des territoires. Je connais des communes de mon département qui sont intéressées pour déployer toute cette énergie. Vous voyez que nous pouvons avoir les mêmes ambitions, bien que nous n'ayons pas le même diagnostic et surtout pas les mêmes méthodes. En parlant de méthode, j'aimerais évoquer le déroulé de la CMP sur ce texte qui était ubuesque. Et quand je dis ubuesque, ça aurait le mérite d'être drôle, ce qui n'a pas été le cas. Je commence à avoir une certaine expérience et j'ai pratiqué quelques CMP dans ma vie parlementaire. Certaines étaient rudes, les convictions s'affrontaient et les débats rapprochaient les points de vue. Ainsi, bien souvent, les députés et les sénateurs arrivaient à un accord, parfois largement, parfois à minima, mais les uns reconnaissaient les arguments et les expériences des autres. Or, ce n'est pas ce que nous avons vécu le 21 novembre dernier. Les nouveaux députés, qui, paraît-il, s'inspirent de nouvelles méthodes de management et de démocratie participative, avec une volonté de bienveillance, ont dû oublier leur guide et leur manuel au Palais Bourbon. J'en profite pour saluer le travail de notre rapporteure Élisabeth Lamure, qui avait porté pour la majorité sénatoriale des ajustements sans détricoter le texte. Je suis certaine que d'autres mesures auraient pu être conservées par l'Assemblée dans un souci d'équilibre afin de lutter contre le dérèglement climatique. Seulement, Monsieur le Ministre, je vous l'ai déjà dit en première lecture, je vous le redis aujourd'hui, la France ne doit pas être la seule. Vous estimez que cet engagement permettra à la France d'avoir une autorité pour peut-être, c'est vous qui citez peut-être, convaincre d'autres partenaires de faire de même.
Le groupe Union centriste le souhaite sincèrement et j'ai bien entendu vos propos tout à l'heure dans lesquels vous évoquez l'engagement d'autres partenaires. Très bien. Seulement, autant des alternatives existent en automobile, électrique, hydrogène, biogaz, autant je pense sincèrement qu'en 2040, malgré les investissements en matière de transition énergétique que nous aurons pu faire, malgré le développement exigé des énergies renouvelables, solaire, éolien, méthanisation, nous ne serons pas totalement sortis de l'ère des hydrocarbures. Nous en utiliserons beaucoup moins, mais nous en utiliserons encore. Il y a des secteurs où les palliatifs n'ont pas encore été trouvés. En aviation, par exemple, il n'y a pas d'alternative au kérosène. En 2040, il est donc vraisemblable que nous continuions à utiliser des hydrocarbures, car les techniques évoluent, mais pas aussi vite que nous l'imaginons. La question qui me fait douter de la pleine efficacité de ce texte de loi est celle-ci. Pourquoi importer des hydrocarbures, car nous y serons contraints, qui ont un impact carbone beaucoup plus fort que les hydrocarbures nationaux? Ce projet de loi a pour objectif principal d'arrêter la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en France, pas d'arrêter leur consommation. Vous ne proposez pas la fin des énergies fossiles, mais la fin du produire en France. Sur un plan environnemental, le pétrole produit en France permet d'éviter l'émission de 100 000 tonnes de CO2 du fait d'absence de transport. De plus, en se privant de la production nationale, la France favorisera plus encore l'importation de pétrole étranger pour lesquels nous ne connaissons pas les conditions environnementales et sociétales d'extraction, contrairement à la France. Nous bénéficions d'un arsenal de normes et de contraintes permettant de protéger la biodiversité ou les sols. Il sera d'ailleurs intéressant de faire le bilan pour le climat, Monsieur le Ministre. Nous consommerons toujours des hydrocarbures, nous en consommerons véritablement moins, mais absolument importés. Bref, vous maintenez malgré tout le cap de 2040. Les impacts se feront peut-être ressentir au plan écologique, mais ils le feront assurément au détriment des territoires. Ces concessions structurent des bassins de vie de nos départements. Il ne faut pas oublier que ces exploitations engendrent des revenus financiers importants pour les collectivités. Dans la Marne, nous avons des idées, mais aussi un peu de pétrole, et les ressources de la redevance communale et départementale des mines représentent 1,8 million d'euros. On pourrait additionner ainsi l'ensemble des départements impactés par cette législation. Aussi, ces installations sont de véritables écosystèmes industriels qui, bien souvent, se situent dans des zones déjà touchées par la crise économique ou éloignées des zones d'emploi dynamiques. Elles drainent des centaines d'emplois directs et indirects. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, il faut étudier la possibilité de création d'un fonds qui permettrait d'accompagner économiquement les territoires pénalisés par des fermetures de sites liées à la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Ces fermetures peuvent avoir des conséquences économiques et sociales graves. Ne pouvant créer ce fonds par voie d'amendement, je propose un rapport dans un délai assez bref pour rassurer l'ensemble des acteurs, élus, entreprises et salariés touchés sur le terrain. Convaincu que notre pays devra toujours importer les hydrocarbures pour poursuivre ses activités, ce fonds pourrait utilement être alimenté par une taxation des importations d'hydrocarbures. Ainsi, il pourrait être créé une forme de cercle vertueux entre ces importations et la revitalisation des territoires. C'est un point important pour le développement économique dans le monde rural qui finalement a été assez peu débattu. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'être attentif à l'avenir de nos territoires et à la solidarité pour la transformation de ceux-ci. Le dispositif que je propose répond à ces objectifs et à notre ambition partagée. J'insiste enfin, le groupe Union centriste considère la transition énergétique et écologique comme un besoin vital, crucial. En revanche, je ne sais pas si ce texte sera utile, mais ce qui est certain, c'est que personne ne détient la vérité à elle seule. Les députés de la majorité présidentielle devraient le prendre en compte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain. 10 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, dommage en effet qu'il y ait eu échec en commission mixte paritaire. Voilà un texte qui d'abord aurait mérité autre chose que la procédure accélérée qui est imposée au Parlement. Voilà un texte qui aurait également mérité plus de volonté de part et d'autre, dans l'objectif de parvenir à un consensus par plus d'échanges, plus de dialogue et plus de désir d'aboutir à un texte co-construit
notamment entre ces députés et sénateurs. Enfin, il est en effet des textes comme celui-ci qui devraient susciter, j'allais dire, l'union sacrée, vu que les conséquences du changement climatique sont déjà là et qu'il y a grande urgence à agir puisque le temps joue contre nous. Nous devrions unanimement cesser de douter, d'hésiter, de tergiverser et de reporter certaines décisions. Nous devrions plutôt unir nos forces dans cette lutte contre le chamboulement climatique. Force est de constater que ce n'est pas encore le cas, vu l'état des discussions sur ce texte notamment. Or, faut-il insister, encore et encore, quitte à se répéter, sur la vulnérabilité des sociétés humaines devant les forces de la nature lorsque ces sociétés sont construites dans le déni de l'environnement. Faut-il rappeler que nous risquons de perdre cette bataille contre le changement climatique? Faut-il rappeler toujours et encore qu'il est urgent de passer d'une société fondée sur une consommation abondante d'énergie fossile à une société plus sobre et écologiquement plus responsable? C'est tout l'enjeu de la transition énergétique. C'est tout l'enjeu de la COP21 et de l'accord de Paris. C'est tout l'enjeu du présent texte, qui propose d'envoyer un signal fort au monde entier, comme la France a su en envoyer dans son histoire, en faisant de notre pays le premier pays au monde à laisser les hydrocarbures dans le sous-sol. Ce texte s'inscrit donc dans le mouvement engagé depuis ces dernières années. La loi transition énergétique de 2015 est aujourd'hui un exemple en Europe. Elle a généré une dynamique et libéré les énergies sur les territoires. Les ruptures dans nos comportements se confirment, certes trop lentement encore. L'État, les collectivités territoriales, l'économie sociale et solidaire se mettent en mouvement. Le verdissement de l'économie française est certain, même s'il est vrai que les résultats sont encore contrastés. Avec ce projet de loi, tel que modifié en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, la France s'engage résolument dans un développement post-pétrolier réellement durable, en commençant par se libérer des énergies fossiles. Une brique de plus en matière de lutte contre le chamboulement climatique ou, dit autrement, une impulsion supplémentaire sur un mouvement engagé depuis quelques années et qui se doit de devenir irréversible. Cela dit, en 4 points, je voudrais insister sur les 4 corollaires qui doivent impérativement découler de la mise en œuvre de ce projet de loi. 1. L'indispensable et urgente modification de nos comportements et de nos modes de consommation, ce qui implique une véritable transformation culturelle en ce domaine. 2. La réduction de nos consommations d'énergie fossile. 3. Le développement des énergies renouvelables entravé encore par certains blocages administratifs et par des processus décisionnels complexes. 4. Un investissement massif dans la recherche et la formation. L'objectif étant de construire un nouveau modèle économique nous permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. La loi transition énergétique de 2015 et le texte que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, constituent les premières briques de l'édifice à construire. Or, certaines des modifications introduites par le Sénat en première lecture nous paraissaient être de nature à compromettre l'irréversibilité des mesures permettant de lutter contre le changement climatique en vidant de son sens l'essentiel du projet de loi. Ce fut un mauvais signal donné par la majorité sénatoriale qui expliqua que le groupe socialiste ait pu voter contre ce texte. Certes, le Sénat avait apporté un certain nombre de compléments utiles sur les dispositions techniques, notamment aux articles 5 ter, 5 bis A, ou encore avec l'article 4 relatif au stockage du gaz, ou encore avec l'article 11 sur les certificats d'économie d'énergie pour les petites entreprises de fioul, mesure chère à Martial Bourquin et à Angèle Préville, ici présents. Mais hélas, tout aussi objectivement, on ne pouvait que déplorer le détricotage qui eut lieu, avec la multiplication des dérogations, des exceptions ou des assouplissements. Le mot dérogation était devenu le maître mot du texte élaboré par la majorité sénatoriale. Des dérogations qui faisaient perdre tout son sens à ce texte, en le dénaturant et en brouillant
son signal. Je ne les cite pas, chacun ici les connaît. Mais ils furent autant de contresens regrettables qui m'ont fait dire une fois de plus que le signal donné par le Sénat n'était pas bon du tout. Le groupe socialiste a donc fait connaître son désaccord avec la majorité sénatoriale. Pourtant, très sincèrement, j'avais un temps espéré qu'il pouvait peut-être y avoir consensus national concernant la transition énergétique et la sortie des énergies fossiles. Donc, nous pouvions aboutir à un compromis en matière de lutte contre le changement climatique. Je pensais naïvement qu'après la Charte de l'environnement qui a inscrit le principe de précaution dans la Constitution sous Chirac, après le Grenelle de l'environnement sous Sarkozy, après la loi de transition énergétique de 2015 et le succès de la COP21 et de l'accord de Paris sous Hollande, nous pouvions ainsi, sous Macron, forger ici, au Sénat, une majorité d'idées en faveur de la sortie des énergies fossiles. Erreur. Erreur, certes, sur les principes, tout le monde est d'accord, mais sur les principes seulement. Or, face au dérèglement climatique, il n'est plus question d'attendre, de reporter à plus tard, d'hésiter, de tergiverser, car le temps joue contre nous. Je pensais qu'il n'y avait que Donald Trump qui ne l'avait pas compris. Bref, nous soutenons le présent texte qui nous vient de l'Assemblée nationale parce que notre ligne doit être claire et dépourvue d'ambiguïté. Ce texte est loin de n'être que symbolique. D'ailleurs, s'il n'avait été que symbolique, comme certains l'affirment, et s'il n'avait été qu'une coquille vide, comme certains l'ont laissé entendre, alors pourquoi la majorité sénatoriale l'aurait-elle vidé de sa portée et de son sens en de nombreux points? Gardons-nous d'oublier, mes chers collègues, que l'objectif de l'accord de Paris est bien de sortir des énergies fossiles. Ce texte se propose d'organiser cette sortie de manière progressive, en douceur, sur 2 décennies, mais fermement et de manière irréversible. Ce texte doit être effectivement le symbole d'une France qui tient ses engagements dans son combat contre le dérèglement climatique et qui reste, en ce domaine, à l'avant-garde, et donc en situation d'entraîner d'autres pays dans la seule voie qui vaille, celle de la neutralité carbone. Bref, nous soutenons le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et nous soutenons donc, en ce domaine, votre action, Monsieur le ministre. Dommage, vraiment dommage, que la Commission des affaires économiques ait proposé d'évacuer ce texte au travers de la question préalable, nous empêchant ainsi de le retravailler et de nous donner une chance, aussi petite soit-elle, d'aboutir par une majorité d'idées à quelque chose de consensuel. Franchement, au lendemain du sommet climat de Paris, qui a eu lieu sur l'île Seguin et auquel j'ai assisté, tenter d'aboutir à quelque chose de consensuel ici au Sénat, cela n'aurait pas manqué de panache et d'utilité. Mais qui sait, peut-être n'est-il pas encore trop tard. On peut rêver. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jérôme Bignon, Les Indépendants, pour 6 minutes. Je l'ai déjà salué. Je suis de service aujourd'hui comme vous. Madame le Président, Monsieur le ministre d'État, Madame la rapporteure, chers collègues, l'échec de la commission mixte paritaire nous amène à nous exprimer une seconde fois sur ce projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. C'est une opportunité dont doit se saisir, une malheureuse opportunité dont doit se saisir à nouveau notre Assemblée pour tenter d'enrichir ce texte essentiel pour l'avenir de la France et de la planète. La réforme de notre politique énergétique est en effet un acte fort de notre politique environnementale. Le gouvernement veut s'engager en ce sens et il recueille en conséquence tous nos encouragements. L'urgence à agir, quand on intervient à le 5e, on répète un peu, mais c'est pas mal de répéter parce que c'est un clou qui est difficile à enfoncer. L'urgence à agir fait l'unanimité parmi la communauté scientifique.
Je pense encore à l'appel des 15 000 experts mondiaux à la une du Monde il y a quelques jours. Cela a été dit à plusieurs reprises en première lecture, notre planète se meurt. La dernière fois que la Terre a connu de telles teneurs en CO2, c'était il y a 3 ou 5 millions d'années. Des efforts ont été entrepris depuis plusieurs années, mais les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont évidemment insuffisants pour tenir le cap des augmentations de température d'ici 2100. Face à ce constat terrible, les velléités de certains dirigeants étrangers freinent l'engagement international à lutter contre le changement climatique. L'ombre de l'échec de Kyoto plane sur l'accord de Paris. L'agrégat des engagements internationaux nous inscrit aujourd'hui dans une trajectoire autour de 3,5-4 degrés d'ici 2100. En outre, l'annonce du président Trump résonne encore comme un coup de semonce terrible dans le ciel des relations internationales. Pour autant, nous ne pouvons pas nous résoudre à baisser les bras. Tout au contraire, cet isolationnisme américain, qui n'est pas aussi total qu'on le croit, Dieu soit loué, doit nous conduire à porter internationalement le flambeau du développement durable. Le président Chirac avait été un des premiers à le dire au début des années 2000 à Johannesburg, faisant de la France un acteur primordial de la protection de l'environnement. À nous de nous saisir de cet héritage, à nous de mener l'engagement international à préserver l'environnement de la planète. Le président de la République veut, avec vous, monsieur le ministre d'État, faire de la France un chef de file de la lutte contre le changement climatique. Nous éprouvons une grande fierté à porter cet engagement. C'était l'objectif de sa déclaration de l'été dernier, Make our planet great again. Oui, faisons de cette planète un endroit meilleur. Ce projet de loi était la première pierre de cet édifice. Le président l'a posé, à nous parlementaires d'y apposer le ciment nécessaire pour renforcer cette structure et en faire une fondation durable de notre politique environnementale. Permettez-moi, à cette occasion, de glisser quelques mots, monsieur le ministre d'État, sur la transversalité de nos politiques. Il est nécessaire que ce souci de l'environnement devienne une approche globale de nos politiques publiques. Je sais que c'est quelque chose que vous partagez. J'espère que vous aurez l'occasion dans les mois qui viennent d'échanger avec vos collègues ministres de l'économie et des finances pour que le projet de budget pour 2019 intègre le respect des objectifs du développement durable dans les bleus budgétaires de l'administration. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les objectifs du développement durable et de l'autre côté le budget. Il doit y avoir une perméabilité entre les deux et on doit avoir des indicateurs qui répondent positivement pour pouvoir le vérifier. À quoi serait-il, quel sens aurait-il d'aboutir à un résultat en 2030 et d'avoir une politique budgétaire qui soit le contraire des engagements que nous avons pris à l'ONU? À l'Assemblée, nos collègues députés ont pointé du doigt les dérogations multiples qui affaiblissaient évidemment l'esprit de ce texte, pour ne pas dire qu'elles l'annihilaient. Notre groupe s'était abstenu, regrettant l'ajout d'une liste interminable de dispositions dérogatoires. Nous savons de culture ici que le travail des deux chambres est d'améliorer le texte de manière coopérative en proposant chacun à son tour des ajouts ambitieux pour parvenir à un texte abordable et responsable. Ça n'a pas été le cas et nous le regrettons. D'une manière générale, notre groupe veut cesser d'opposer écologie et économie. Le ministre de la Transition écologique, énergétique que vous êtes, monsieur le ministre, l'a rappelé à l'occasion de son discours d'ouverture du One Planet Summit la semaine dernière. Ces deux mots ont la même racine grecque. Oikos, c'est le foyer. Et ce qui est bon pour notre planète est bon pour notre économie. Et si les engagements que nous prenons aujourd'hui nous paraissent coûteux, voire même, j'ai entendu, douloureux pour certains, c'est un investissement d'avenir. Il faut donc préparer notre société. Il s'agit de 2040, il ne s'agit pas de demain matin, aux enjeux économiques en adoptant le contour de cette révolution de l'énergie. Monsieur le Président, Madame le Président, Monsieur le Ministre d'État, nous aurions aimé reprendre le débat avec le souci d'accompagner ce puissant et symbolique message de la France pour concrétiser l'accord de Paris. Il ne s'agissait pas de résoudre tous les problèmes de l'accord de Paris, il s'agissait d'envoyer un message au monde. Mais ce message, vous ne voulez pas l'envoyer. Écoutons la génération qui vient. Ne nous résignons pas au nom de la vieille économie, parce qu'il s'agit de défendre la vieille économie. Le monde change. Mettez-vous dans la tête que le monde change. Ça n'est pas une insulte, c'est un conseil d'amis, c'est comment vous expliquer ça, une espèce de souhait profond, vibrant d'un certain nombre d'entre nous qui sont convaincus que ce monde est en train de changer. Ne passons pas à côté de cette opportunité. Notre pays a été si souvent à l'avant-garde de positions fortes
en matière de liberté, en matière de droits de l'homme, en matière d'égalité, qu'aujourd'hui, nous serions bien inspirés à reprendre notre bâton de pèlerin pour être à la tête du débat sur la transition énergétique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Joël Labbé pour le RDSE. Joël Labbé qui aura 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je vais rebondir sur ce que disait en conclusion notre collègue Jérôme Bignon. Le monde change et va changer d'une façon accélérée parce que c'est une nécessité. Prenons-le positivement. Aujourd'hui, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi visant à mettre fin à la recherche d'hydrocarbures sur le territoire national après 2040. On s'était dit, enfin, on se porte à 2040, on s'inquiète du moyen et du long terme, alors qu'on est trop souvent, ici comme dans d'autres instances, dans le court-termisme. Nous avons largement débattu de ce texte en première lecture, notamment sur sa portée dite symbolique, puisque seulement 1% des hydrocarbures consommés en France sont extraits sur le territoire. Mais cette loi prend son véritable sens si on la considère comme un point de départ d'une véritable transition énergétique. Il faut abandonner les énergies fossiles, décarboner notre économie, investir massivement dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie, opérer aussi, ça a son importance dans ce domaine, la transition agricole, rémunérer les services écosystémiques et climatiques et mettre en œuvre le 4 pour 1000. Nous devons encore progresser aussi concernant les agrocarburants afin que le changement d'affectation des sols, y compris indirect, soit pris en compte dans l'évaluation du bilan environnemental. Nous devons absolument laisser 80% des réserves d'hydrocarbures dans le sous-sol si nous voulons avoir une chance d'éviter la catastrophe climatique. La France se doit de montrer l'exemple et on en est fiers. Nous pouvons être leaders dans la lutte contre le bouleversement climatique. Ne laissons pas passer cette opportunité. Si le Sénat, en première lecture, a contribué à enrichir ce texte en consolidant des mécanismes essentiels pour la transition, dans le même temps, à notre regret, la majorité sénatoriale a vidé de sa substance le principe de l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures en 2040, en rajoutant des exceptions très larges, trop larges, permettant à tous les exploitants de poursuivre l'extraction, notamment à travers le renforcement du droit de suite inscrit dans le code minier, par la possibilité aussi offerte aux exploitants de gisements de demander des dérogations post-2040 afin, c'est écrit, d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, en est un des éléments de dérégulation incompréhensibles issus des discussions au Sénat. L'Assemblée nationale est évidemment revenue à un texte légèrement plus ambitieux, sans être dogmatique. Cela a conduit notre commission, ou du moins la majorité sénatoriale de notre commission, à adopter une motion préalable qui donc nous privera de l'examen du texte dans le détail, ce que nous regrettons vivement. Ce texte est le premier marqueur de la politique de transition que vous avez voulu, Monsieur le Ministre. Bien au-delà du symbole, c'est un signal fort à la sortie des sommets mondiaux de plus en plus alarmistes quant à notre capacité à réagir. C'est aussi un texte qui donne sa vraie place aux politiques face aux intérêts économiques et financiers. La majorité sénatoriale a remanié le texte à la grande satisfaction des industriels du secteur pétrolier et gazier. La question de l'urgence climatique se pose pourtant comme une priorité essentielle. Tout récemment, le climatologue Jean Jouzel affirme qu'il ne nous reste que 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et espérer rester en dessous de la barre des 2 degrés. Nous aurons des positions, dans un avenir proche, bien plus fortes à prendre. J'espère vivement que la majorité de la Haute Assemblée fera, elle aussi, sa transition,
parce que nous savons qu'ils sont aussi sensibilisés, que vous êtes aussi sensibilisés que nous à l'avenir pour les générations futures. Et donc que vous fassiez aussi votre transition et que l'on puisse pleinement, nous ici, jouer notre rôle essentiel d'assembler des sages qui s'inquiètent de l'avenir. Pour juste le petit temps qui me reste, je voudrais rappeler Jean Jouzel encore, parce qu'il fait partie de ces scientifiques éclairés qui sortent de leurs études pour essayer de faire bouger les choses tellement ils sont conscients. Et avec quelqu'un que vous connaissez aussi, Pierre Larouturou, ils ont lancé un appel à la signature d'un pacte finance-climat européen pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sur l'Europe, mais aussi dégonfler la bulle financière et créer plus de 5 millions d'emplois à l'échelle européenne. Tout cela pour éviter que l'humanité se dirige sans réagir vers un chaos climatique. Monsieur le ministre, en guise de conclusion, je voulais vous citer. Vous aussi, vous avez affirmé la semaine dernière, nous avons été capables de trouver 1 000 milliards d'euros pour sauver les banques. Nous devons faire preuve d'autant d'audace et même de beaucoup plus d'audace pour sauver le climat, pour sauver l'humanité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Frédéric Marchand pour La République En Marche. 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Madame et Monsieur le rapporteur, bon nombre de parlementaires, toutes formations politiques confondues, ont participé il y a quelques jours au One Planet Summit dans une démarche d'adhésion totale. Parmi les tables rondes organisées, l'une d'elles avait pour titre « Renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire ». Chacun convient en effet que les gouvernements doivent jouer le rôle de garant des objectifs de l'accord de Paris. Si la mobilisation de tous est nécessaire pour atteindre nos objectifs, les politiques publiques doivent accompagner et envoyer des signaux forts pour que l'ensemble des acteurs puissent transformer leur mode de production et consommation vers des solutions bas carbone. À la lumière des impacts déjà ressentis du dérèglement climatique, il est donc indispensable de renforcer la résilience et l'adaptation pour protéger encore davantage les citoyens des événements climatiques extrêmes. Les politiques publiques doivent intégrer l'horizon de long terme en fixant par exemple des objectifs de neutralité carbone. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, leur donner un prix est indispensable. Enfin, la résilience et la capacité de nos infrastructures à faire face aux chocs liés au dérèglement climatique doivent être au cœur des préoccupations. À ce titre, le gouvernement français s'est pleinement saisi du sujet et accélère la transition énergétique pour faire de l'accord de Paris une réalité pour tous les Français. Oui, le changement climatique nous impose de nous rassembler, au-delà de toutes les barrières politiques, culturelles et sociales, pour affronter cet enjeu. Nous nous devons de sceller cette cause commune, car le changement climatique, il ne connaît ni frontières, ni clivage politique, et nous n'avons plus que quelques années pour inverser la tendance. Nous avons encore les moyens d'éviter le pire. Mais cela demande une action résolue, car nous rentrons dans une phase décisive. Cela demande une réponse à la hauteur des enjeux. C'est dans cette optique qu'en novembre dernier, nous avons examiné un projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Je ne reviens pas sur les diverses mesures portées dans ce projet de loi qui ont fait dans notre Assemblée l'objet de moult débats en commission et en séance, permettant d'ailleurs de mesurer que les fractures, qui n'ont rien d'hydraulique entre les uns et les autres, sur un sujet qui n'aurait sans doute mieux mérité que certains des arguments que nous avons pu entendre et qui donnaient parfois l'impression que nous étions revenus à l'époque de la révolution industrielle. Premier pays à traduire cet engagement dans une loi, la France peut se donner ainsi les moyens de sortir de manière irréversible de la production d'énergie fossile et, fidèle à sa vocation universaliste, souhaite inciter les autres pays signataires de l'accord de Paris sur le climat à intensifier l'effort de lutte contre le réchauffement climatique. Si notre Assemblée a apporté des améliorations d'ordre technique qui ont été préservées, il est profondément regrettable que la majorité sénatoriale ait dénaturé ce projet de loi en adoptant une position pour le moins anachronique. Alors que nous venons de vivre la semaine dernière 4 jours dédiés au climat avec comme point d'orgue le One Planet Summit qui vise à verdir la finance et à accélérer la mobilisation des moyens financiers publics et privés, alors que les progressistes du monde entier se sont réunis à Paris, je déplore que la majorité de notre Assemblée ait soutenu une vision passéiste et rétrograde de ce que doit être la transition énergétique. Pourtant, le projet que vous avez présenté, Monsieur le Ministre, est responsable, équilibré, et il porte l'ambition d'un texte fort, symbolique,
engageant pour la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, tout en veillant à préserver nos territoires, nos entreprises et les sites industriels concernés et à les inscrire dans une vision d'avenir de la transition écologique et solidaire. Réunie le 21 novembre dernier, la commission mixte paritaire a échoué à trouver un terrain d'entente et je rejoins mes collègues députés qui ont indiqué que les sénateurs ont manifesté une incompréhension préoccupante des objectifs comme de la portée du texte. Sur un sujet qui concerne l'avenir de nos enfants, qui devrait être dénué de position idéologique, alors même qu'en 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg, le président Jacques Chirac lançait une alerte climatique au monde en déclarant « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », la majorité sénatoriale a choisi de fermer les yeux. C'est une attitude dommageable pour ne pas dire plus. Arguer que le Sénat a défendu une vision différente, à la fois pragmatique et ambitieuse, qui entend permettre le développement chaque fois que c'est possible de nos filières industrielles tout en accompagnant leur mutation pour réduire nos émissions est un non-sens. Vous entendre, Madame la rapporteure, nous dire que ce projet n'aura d'autre effet que de mettre fin au produire en France au prix d'une dégradation de notre balance commerciale et dans l'espoir d'un improbable signal envoyé au monde est une aberration à nul autre pareil. C'est une aberration politique au lendemain de ce formidable sommet pour la planète et qui montre à quel point notre Assemblée peut être rétrograde et à rebours des défis de notre temps. Cette aberration, elle donne un signe on ne peut plus mauvais à l'opinion française, mais aussi au-delà sur la façon dont le Sénat entrevoit l'avenir de la planète, l'avenir des générations futures. Oui, la portée de ce texte est d'abord et avant tout symbolique, mais chacun sait qu'on construit l'histoire avec des symboles. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme le disait Lénine, pourtant peu connu pour son tropisme sur la préservation de notre écosystème. De volonté, la majorité sénatoriale n'en a point. Et quant au chemin, il reste celui des énergies fossiles et du statu quo, ce qui est un non-sens historique, une faute qui engage notre responsabilité collective et dont nous serons comptables, mes chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez récemment déclaré « Les énergies fossiles appartiennent au modèle énergétique et économique du passé. Elles ne sont plus la solution, elles sont le problème. Les politiques publiques ne doivent leur donner aucune perspective. » Monsieur le ministre, le groupe La République En Marche partage pleinement cette ambition et pour cette seule raison, bien évidemment, nous voterons contre cette question préalable et nous soutenons ce texte. Merci. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Madame Elisabeth Lamure, au nom de la Commission des affaires économiques, a déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer la question préalable au projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement en nouvelle lecture. Madame Elisabeth Lamure pour la motion, 10 minutes, puis Monsieur Courteau, 10 minutes. Donc je donne la parole contre la motion. Donc je donne la parole à Madame Elisabeth Lamure. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me suis exprimée sur les raisons de cette motion dans la discussion générale. Je ne vois pas beaucoup d'intérêt à la redondance, donc j'en resterai aux arguments que j'ai exprimés il y a un instant. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Courteau contre la motion. Merci Madame la Présidente. Oui, dommage. Dommage car le Sénat, sur ce texte, pouvait apporter mieux. Dommage qu'un tel sujet, sur un domaine d'une telle importance, puisse être évacué par le biais d'une motion tendant à opposer la question préalable. C'est d'autant plus regrettable alors que la France, au lendemain du sommet climat de Paris, a le devoir de montrer son exemplarité. Bien évidemment, avec le groupe socialiste, nous allons voter contre cette motion. Mais une fois de plus, je regrette qu'en dépit de toutes les argumentations possibles sur les dangers de notre modèle actuel, la Commission des affaires économiques ait pu persister dans la remise en cause des points essentiels de ce texte, alors que les sirènes de l'urgence climatique se font de plus en plus stridentes et que les phénomènes climatiques sèment partout inquiétude et désolation dans le monde. Pourtant, j'imagine que chacun ici sent bien que le temps joue contre nous et que l'urgence d'agir se fait de plus en plus pressante et que nous ne pouvons plus indéfiniment reporter sur les générations futures les décisions difficiles à prendre. Avec le groupe socialiste, nous regrettons qu'il y ait eu échec en commission mixte paritaire. Ce texte aurait mérité qu'il y ait eu, depuis le début, plus de volonté d'aboutir à un consensus de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien du côté des députés que du côté des sénateurs. Plus de volonté de parvenir à co-construire, plus de volonté de parvenir à rapprocher les positions entre l'Assemblée et le Sénat. Encore dommage, là aussi.
J'ai pu reconnaître que lors de la discussion générale, que le Sénat, en première lecture, avait apporté un certain nombre de compléments utiles sur les dispositions techniques importantes. Mais j'ai pu également déplorer un certain détricotage du texte de la part de la majorité sénatoriale, avec la multiplication de dérogations, exceptions, vidant de leur sens certaines dispositions majeures et dénaturant donc l'essentiel du projet de loi. Je l'ai déjà dit, le signal envoyé par la majorité sénatoriale n'est pas bon du tout pour la crédibilité de la France au plan international. Mauvais signal, mes chers collègues, je vous le redis. Mauvais signal également envoyé aux acteurs économiques qui ont besoin de clarté et de visibilité pour innover. Mauvais signal pour la société tout entière. Très franchement, je pense que pour cette séance, plutôt que de tenter d'évacuer ce texte par le biais de cette motion, le Sénat aurait pu faire œuvre utile en essayant de rapprocher les points de vue, en essayant d'améliorer certaines dispositions, d'en corriger d'autres, c'est-à-dire en retravaillant le texte et en imprimant la marque du Sénat par une ligne claire et dépourvue d'ambiguïté. Était-ce vraiment impossible à faire? Cela nous semblait-il valait la peine de s'y essayer, une fois encore. Quant à nous, notre position est claire, et nous sommes quelques-uns ici même à la partager. Nous voulons que la France s'engage clairement dans la sortie des énergies fossiles et dans le développement économique post-pétrole, réellement durable, conformément d'ailleurs à l'objectif de l'accord de Paris. Pour cela, il faut que cette sortie soit irréversible et sans dérogation ou exception. Il s'agit pour nous, et nous vous soutenons bien volontiers, Monsieur le Ministre, dans votre action, d'atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone, en bornant ainsi le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés centigrades. Nous persistons donc à dire que ce projet de loi doit être un texte de rupture, qui en finisse avec un certain laisser-faire consistant à reporter les décisions difficiles plus tard, et de préférence sur les générations futures. Il n'est tout de même pas si difficile de reconnaître que notre modèle actuel n'est plus durable et que la trajectoire qui en résulte n'est plus soutenable dès lors qu'elle conduit, on le sait maintenant et on le constate chaque jour, à l'échec. Non seulement nous voulons que ce projet de loi conserve toute son ambition, mais nous persistons à dire qu'il doit aussi être responsable. Non seulement en donnant, comme c'est le cas, de la visibilité aux entreprises et aux territoires impactés, mais aussi et surtout en les accompagnant solidement afin de favoriser les mutations des filières en transition. Sachez que sur ce point, il faudra, Monsieur le Ministre, être très réactif et entreprenant très rapidement. Bref, nous sommes convaincus que face à l'urgence climatique, écologique et sociale, nous devons ici et maintenant nous engager en faveur d'une économie fondée sur un autre modèle, plus durable, plus juste et porteur de croissance et d'emploi. Et cela passe par l'adoption notamment de ce projet de loi et par les 4 corollaires que j'ai cités tout à l'heure, sur lesquels il faudra greffer effectivement d'autres instruments, comme vous venez de le préciser vous-même, Monsieur le Ministre. Le choix est clair et doit se faire sans délai. Soit nous continuons de subir, soit nous anticipons. Ce choix, nous l'avons fait. Il est celui d'anticiper rapidement. À chacun, maintenant, de prendre ses responsabilités. Nous prenons les nôtres en repoussant cette motion dont la signification réelle est de contester, en fait, ce projet de loi d'avant-garde dans ses objectifs essentiels. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la sénatrice Lamure, la motion qui tend à opposer la question préalable que vous avez déposée résume bien les différents états d'esprit. Vous le résumez bien en soulignant que la Commission, comme la Haute Assemblée, ne semble pas adhérer aux objectifs. Alors, je dirais, si, vous adhérez aux objectifs, mais une fois encore,
pas au moyen d'y parvenir du gouvernement sur cette loi. Évidemment, je peux que le regretter, car j'ai la conviction profonde que la lutte contre le changement climatique doit nous rassembler, peut-être même au-delà de ces divergences. Parce que d'abord, cette loi et ses modalités, ils sont progressifs. Et puis, faites confiance, la contrainte étant maintenant tellement identifiée que nous allons avoir apparaître des solutions, des alternatives qui ne sont pas encore dans notre logiciel aujourd'hui. Et c'est vrai que cette menace, et ça commence à se faire, je ne veux pas forcer le trait, elle doit ignorer les clivages habituels, elle est universelle. Vous le savez, je l'ai dit souvent ici, on gagnera cet enjeu ensemble, on le perdra ensemble, il n'y aura personne qui pourra tirer son épingle du jeu, mais je n'ai pas à vous convaincre sur ce sujet-là. Je ne vais pas revenir sur les arguments que j'ai opposés à bon nombre d'amendements qui ont été débattus et adoptés au Sénat, et franchement, qui ont vidé le texte d'une grande partie de sa force. Et encore, certains, à juste titre, considèrent qu'il n'était pas assez fort. Mais nous avons voulu rester dans un cadre constitutionnel et ne pas revenir sur les droits acquis, mais le débat perdure. J'ai entendu, et je veux le saluer, parce que à charge à moi d'être le plus objectif possible, les efforts qui ont été faits par chacun pour convaincre. Le Sénat a su faire preuve qu'il pouvait améliorer le texte, notamment sur un sujet important, le stockage du gaz. Mais sur l'objet même du texte, nos positions sont trop éloignées, je le dis avec respect, car j'aurais aimé vous convaincre, mais bon, je n'ai pas réussi, et les uns et les autres non plus, qu'il ne s'agit en aucun cas de pénaliser notre économie, mais bien de libérer de son addiction aux énergies fossiles. J'aurais aimé vous convaincre que ce gouvernement n'est en rien opposé à la recherche et à la connaissance de notre sous-sol. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler quand on reverra en principe l'an prochain le code minier, mais qu'il ne faut pas poursuivre des chimères en se faisant croire que les entreprises qui feraient de la recherche ne souhaiteraient pas explorer ensuite. J'aurais aimé vous convaincre que la cohérence, que l'exemplarité produisent des résultats et nous donnent une crédibilité, une capacité d'entraînement. Je n'ai pas réussi. Je regrette donc le choix de déposer cette motion, je vous le dis franchement, d'autant que le Sénat est aussi souvent une source bienvenue d'intelligence, de sagesse, vous l'avez dit vous-même, qui connaît parfaitement, et vous l'avez démontré, les questions d'environnement, mais aussi les questions minières. L'Assemblée nationale s'est d'ailleurs appuyée sur vos rapports, qu'il s'agisse du stockage du gaz, de la qualité des biocarburants, qui ont été évoqués tout à l'heure, ou encore des stations de gaz ou d'hydrogène. La transition écologique et solidaire que je porte avec d'autres, elle a besoin justement de mutualiser toutes ces intelligences. Et c'est pourquoi je regrette franchement le dépôt de cette motion qui cache, vous le dites vous-même, une vraie divergence de fond. Je ne rejette pas, bien au contraire, votre appel au dialogue. Cet appel, il est et il sera, je l'espère, nécessaire, indispensable pour construire les prochaines étapes, parce que nous sommes au début d'un très long processus, d'une grande mutation. Mais si on la construit ensemble, vous verrez qu'elle apportera beaucoup plus de bénéfices que de contrariétés. Elle nous apportera de lourdes contrariétés si, au moment ou à un autre, on ne se retrouve pas sur l'essentiel. En tout cas, j'espère que malgré votre opposition, on pourra se retrouver pour continuer à travailler ensemble pour que notre pays, justement, développe, prenne la main dans une Europe qui doute un peu, qui vacille parfois, prenne la main pour emmener toute l'Europe dans cette transition écologique d'une manière déterminée, progressive, irréversible, qui permettra de développer les technologies existantes et celles qui sont en gestation et de créer de nombreux emplois. J'en suis absolument convaincu, dans les filières renouvelables et de moderniser en profondeur notre économie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons arriver aux explications de vote. Je rappelle qu'il y en a un par groupe, pas plus d'un par groupe en tout cas. La parole est à Monsieur Dantec pour le groupe RDSE. Merci Madame la Présidente. Le RDSE votera évidemment contre cette motion, déjà par principe, puisque c'est une motion qui fait qu'on ne considère pas qu'on peut participer à l'écriture de cette proposition de loi, mais aussi bien sûr sur le fond. Le débat que nous avons eu en première lecture je le dis sincèrement, a été souvent malheureux.
on n'a pas juste parlé d'aspects techniques. Il y a eu des phrases qui étaient, pour quelques-unes d'entre elles, assez peu, mais il y en a eu climato-sceptiques et il y a eu surtout beaucoup d'interventions qui étaient, c'est selon, climato-fatalistes ou climato-égoïstes. Et à partir de là, le Sénat, finalement, n'a pas joué son rôle, y compris si on se remet dans une tradition française d'universalisme, c'est certain, mais aussi, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, une volonté d'être leader sur la scène internationale, sur les questions environnementales. Le président Chirac, ça doit vous rappeler quelques souvenirs, le président Sarkozy, la COP21 avec le président Hollande, et aujourd'hui avec notamment cette dernière initiative la semaine dernière, le président Macron. Et finalement, le Sénat, au lieu d'être en soutien de cette volonté affichée de la France à l'échelle internationale, disparaît du radar, à tel point qu'à la COP à Bonn, le président Macron a évidemment évoqué cette proposition de loi en parlant du travail de l'Assemblée nationale et en passant évidemment par pertes et profits le Sénat qui avait détricoté le texte. Donc je pense qu'on n'a pas compris l'enjeu international du signal donné par la France dans ce monde qui est à la fois un monde de crise internationale, mais où aussi, en réaction à ces crises internationales, on a une tendance à ne voir que l'avenir immédiat de son propre territoire. Or, aucun territoire ne tiendra seul s'il n'y a pas de réponse internationale. Et c'est ces deux côtés de la balance sur lesquels le Sénat a été parfaitement en déséquilibre. Je retiens néanmoins un cri d'alerte, Monsieur le Ministre, qui est quand même la place des territoires. Malheureusement, et nous l'avions voté à la quasi-unanimité ici, l'Assemblée nationale a refusé une nouvelle fois la dotation additionnelle climat qu'on demande pour accompagner tous les territoires et pas simplement quelques territoires d'excellence. Au vu du débat qu'on a eu au Sénat, des craintes légitimes qui sont exprimées sur quelques territoires, je pense qu'il va falloir rouvrir ce débat. On doit à la fois être ambitieux sur la scène internationale, on doit être ambitieux et solidaire avec l'ensemble des territoires français aussi. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bignon pour les Indépendants. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le ministre d'État, nous sommes très probablement, je suis même plus sûr encore que ça, tous sincères. C'est une des qualités des gens qui s'expriment dans cette enceinte. Pourtant, devant l'enjeu, nos incompréhensions sur l'essentiel et notre incapacité à les dépasser me plongent, en ce qui me concerne, comme le ministre d'État, dans une forme de tristesse. Je n'arrive pas à comprendre que nous n'arrivions pas à imaginer qu'il n'y a pas de planète B, comme le rappelait le Premier ministre très récemment. Alors, tout en votant contre la motion préalable, je forme le vœu très cher que viendra le temps de nous retrouver et que ce temps sera le plus proche possible. Voilà, c'est le sens de notre vote, celui des Indépendants aujourd'hui. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Prima pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le climat est une affaire tellement sérieuse que parfois il faudrait moins de grandiloquence et plus d'efficacité. Et je dis ça davantage pour mes collègues que pour vous, Monsieur le Ministre, parce que chacun vous reconnaît votre engagement. Alors même si je voterai la question préalable, je veux dire que la discussion au Sénat aura permis à ce texte d'être finalement plus opérationnel. Bien sûr, nous n'aurons pas trouvé de position commune sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, mais nous aurons trouvé de nouvelles dispositions, notamment des dispositions pragmatiques et techniques qui, elles, seront efficaces maintenant, d'ores et déjà, sur les territoires. Et en cela, le Sénat a amélioré le texte. Preuve que si nous goûtons que très peu les effets de communication, nous partageons avec vous, Monsieur le Ministre, l'objectif ultime, celui de la protection de notre planète et de l'engagement pour le climat. Je passe sur des propos parfois blessants des uns et des autres. Je veux juste dire à notre collègue Joël Labbé que oui, nous avons trouvé 1 000 milliards pour sauver les banques. Heureusement. Heureusement pour le climat, car nous avons besoin de payer nos chercheurs, nous avons besoin d'investir, nous avons besoin, et très lourdement, donc nous avons besoin de nouvelles technologies, de nouvelles énergies, nous avons besoin d'être plus performants, plus imaginatifs, et nous avons besoin pour cela d'argent.
Alors oui, la Banque mondiale vient de dire il y a quelques jours qu'elle n'allait plus investir dans tout l'hydrocarbure. C'est une victoire, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Preuve est que nous n'avions pas besoin peut-être de cette loi symbolique et que les banques et le milieu de la finance ont anticipé sur l'adoption de cette loi. Je regrette de ne pas trouver une position commune. Je regrette d'abord, Monsieur le Ministre, l'urgence de ce texte. Nous aurions pu avoir une nouvelle lecture et peut-être aurions-nous trouvé une position commune. Je regrette aussi le mur contre lequel nous nous sommes heurtés. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons essayé, cher Roland Courteau, de faire œuvre commune. Et je dois dire aussi ma tristesse de ne jamais voir nos arguments simplement écoutés parfois et simplement considérés. Je regrette que ce texte pris seul ne puisse être adopté, alors que peut-être sur une politique plus globale, que nous verrons ensuite, Monsieur le Ministre, nous aurions peut-être recueilli davantage d'approbation. Et puis, je voudrais vous dire que nous serons à vos côtés. Je pense que nous pouvons rebondir sur les propositions, par exemple, de notre collègue Madame Ferrao, sur les propositions de notre collègue Cuypers qui ont été faites tout à l'heure. Mais vous nous trouverez sur votre chemin pour vous aider et consolider votre lutte pour le climat et pour notre avenir, car c'est un bien commun qui n'est assis sur ces bancs ni à gauche ni à droite, mais sur tous les sièges de cet hémicycle. Merci beaucoup, Madame Primas. La parole est à Monsieur Gay pour le groupe CRCE. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots. Bon, notre groupe va voter contre cette motion. Tous les arguments ont déjà été échangés. Ce projet de loi, il montre qu'il y a encore une gauche et une droite dans ce pays, et une gauche et une droite dans cet hémicycle. Moi, je ne regrette pas. On a échangé argument contre argument, et nous ne sommes pas d'accord. Je crois que nous avons défendu, et je ne caricature pas chaque propos, parce que je salue quand même le travail de la rapporteure. Dans le temps imparti, elle a fait énormément de travail. Je le tiens à le dire, elle a écouté les arguments. Mais après, on n'était pas d'accord sur les 3 premiers articles. Voilà. Et nous n'y arriverons pas. Parce que d'un côté, sans caricaturer, tout le monde parle de l'urgence environnementale. Nous considérons que déjà, je l'ai dit, mais je suis minoritaire, y compris à gauche, que 2040, c'est déjà tard. Certains considèrent que 2040, pourquoi pas, et puis certains disent, bon, il y a trop d'inconnus, laissons-nous le temps. Moi, je l'entends, ça, cette question de l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la question des énergies renouvelables, toute seule, ne peut pas fournir l'électricité et l'ensemble des énergies dont nous consommons et nous avons besoin. Mais je crois que si massivement nous mobilisons et l'argent des capitaux et de l'argent public et que nous l'investissons, alors nous ne subirons pas la transition écologique. Nous allons aller la chercher. La dernière chose, je finis sur cette question de motion, je suis nouveau sénateur et je le dis, je vais dire quelque chose, c'est sans esprit polémique. Mais comme on est en plein débat aussi sur nos institutions et puis la réforme de comment nous allons travailler, je trouve un peu, je le dis, un peu bizarre qu'on va adopter une motion alors que la droite de l'hémicycle est minoritaire présente dans cet hémicycle. Je le dis comme ça. Je crois que là aussi, c'est un vrai travail que nous avons à faire, puisque nous sommes en plein débat. Vous êtes minoritaire, vous allez déposer une motion, mais grâce au scrutin public, elle va être adoptée. Je trouve ça un peu bizarre. Et je dis une dernière chose, je crois que dans ce débat-là, mais sur la transition, mais sur bien d'autres choses, le temps long, le temps politique a besoin du débat. Nous ne nous privons pas de débat. Nous avons besoin de plus de débats et pas moins de débats. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Marchand pour La République En Marche. Oui, simplement, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, pour dire que, bien évidemment, nous ne voterons pas cette motion, comme j'ai pu l'indiquer. Et sans vouloir être plus long, Monsieur le Ministre, je vous invite, mais je nous invite, mes chers collègues, à méditer cette phrase d'un glorieux sénateur qui a contribué à l'histoire de notre pays, puisqu'il s'agit d'Édouard Herriot. La persévérance dans une idée juste en amène le succès tôt ou tard. Optimisme. Madame Angèle Préville, pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, je voulais intervenir pour rappeler que peut-être dans les enjeux de notre avenir,
Et afin que tout le monde puisse faire des choix de société en toute connaissance de cause, il va falloir s'atteler au problème des connaissances et des savoirs sur tout ce qui concerne notre économie, notre environnement. Et afin que tous les citoyens soient même chacun, de prendre des décisions, il faudra que chacun puisse maîtriser un petit peu plus les sujets, mieux connaître ce que c'est qu'une combustion. Moi, je suis professeure de physique-chimie, donc j'appelle à ce qu'il y ait davantage de culture scientifique afin que tous nos concitoyens soient à même, chacun, de prendre des décisions quand on a des enjeux de société tels que ceux qui se présentent actuellement. Bien sûr, l'urgence est là et j'appelle tout le monde, les uns et les autres, à faire en sorte que tout le monde puisse justement bien choisir. Toute la difficulté est là, à mon avis. C'est qu'on parle de sujets, mais que tout le monde, désolé, peut-être n'a pas les connaissances suffisantes pour bien choisir. Et c'est justement à cela que je veux appeler, au développement de la culture scientifique. Elle est largement déficitaire actuellement. On parle souvent de choses sans vraiment bien les connaître. Et là, on est devant des enjeux vitaux parce que c'est la vie des êtres humains qui est en jeu, pas la vie de la planète. La planète sera toujours là. Et donc, j'appelle à mieux connaître et à travailler là-dessus. Voilà. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix la motion numéro 1 tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte. Je vous rappelle en outre que l'avis du Gouvernement est défavorable. Et j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe LR, les Républicains, sur cette motion tendant à opposer la question préalable déposée par la Commission des affaires économiques. Je vous rappelle, donc je vous l'ai déjà dit, que l'avis du Gouvernement était défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 47. Sur la motion 1 tendant à opposer la question préalable, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, il y a eu 341 votants, 337 suffrages exprimés, pour l'adoption 192, contre 145. La motion est donc adoptée. Voilà donc pour ces débats autour du projet de loi sur les hydrocarbures. Le texte a été rejeté hier par les sénateurs après l'adoption d'une motion préalable déposée par la droite qui met donc fin automatiquement à l'examen du texte. Ce projet de loi était examiné en nouvelle lecture. Il met fin à la production et à l'exploitation d'hydrocarbures d'ici 2040. C'était un texte déjà critiqué en raison des dérogations qu'il permet. La droite, elle est allée encore plus loin en vidant le texte de sa substance. C'est en tout cas ce que dénonce l'opposition. L'Assemblée devrait bien sûr rétablir la version du gouvernement. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.